One, two, three, come on! Salam alaikum, Azulullah. Alors, après avoir traité comme dernier élément la charge de la preuve, et surtout l'exception au principe de base de la charge de la preuve, je parle ici des présomptions, bien de la présomption. On va passer rapidement au traitement des moyens de la preuve, c'est-à-dire, on va essayer de répondre à la question suivante: comment peut-on prouver un fait ou bien un acte? Alors rapidement, les moyens de preuve, il existe selon le code civil marocain plusieurs types de moyens de preuve, spécialement selon l'article 404. Les moyens de preuve reconnus par la loi, qui sont reconnus par la loi au Maroc, sont au nombre de 5. D'abord, l'aveu, la partie, c'est-à-dire la déclaration volontaire de l'une des parties, soit le demandeur, soit le défendeur, surtout le défendeur dans ce cadre-là. Puis, la preuve littérale ou écrite, c'est-à-dire un support papier écrit, soit un contrat, soit une facture, soit un ticket, soit une quittance, et ainsi de suite. Puis, la preuve testimoniale, c'est-à-dire un testament. Également, c'est un moyen de preuve important. Puis la présomption, le qarina. Puis on va finir par le serment ou bien le refus de prêter un serment. Alors donc on a comme ça, donc je récapitule. Alors les moyens de preuve sont au nombre de 5, mais on va voir dans ce schéma donc 6. D'abord la preuve littérale, puis la preuve, l'aveu, puis témoignage, puis le serment et la présomption, enfin le commencement de preuve par écrit. C'est un rapport avec le premier moyen de preuve qui est la preuve écrite ou bien la preuve littérale. Alors dans les détails, la preuve littérale, c'est-à-dire ici il s'agit d'une preuve par écrit, c'est-à-dire on apporte un moyen de preuve écrit. En principe au Maroc, il est obligatoire à partir du moment où un acte a une valeur supérieure à 250 dirhams. En France, sur l'article 1341 du Code civil français, la valeur, le minimum, c'est 1500 euros. Tous les achats ou bien tous les actes, en fait, soit les contrats ou bien autres, qui portent sur une opération, une transaction dont la valeur dépasse 1500 euros au niveau de la France, doit être obligatoirement prouvé par un acte écrit. Et au Maroc, donc la valeur supérieure, c'est donc le minimum, c'est une transaction de 250 dirhams. Alors peut-être au niveau de la preuve contraire, cette preuve, pour qu'elle soit combattue, donc d'abord on peut la combattre soit par un autre acte écrit, c'est-à-dire si le demandeur a apporté comme moyen de preuve un écrit, le défendeur peut également défendre sa position par un écrit contraire, c'est-à-dire un moyen de preuve écrit contraire, sinon par un aveu, soit de le défendeur ou bien de le demandeur. Certes, c'est donc s'il s'agit d'un renversement de la preuve, donc peut-être maintenant on peut assister donc à une déclaration volontaire de défendeur ou bien un serment, d'accord, le serment هو أن الواحد كيحلف, d'accord, كيحلف قدام on va voir déjà le serment, deux sortes du serment. Alors il existe deux sortes de preuves littérales, soit des actes qui sont authentiques ou bien les actes sous signe privé. Les actes authentiques, c'est-à-dire ce sont des actes qui sont réalisés devant un officier public,
أكت اللي هو رسمي يعني كيكون تحت avec soit مثلا بحال في لو كاد دي زاكت لي كونترا مثلا de l'acquisition de l'immobilier. L'acte authentique généralement parce que il est authentique parce que on insiste sur à ce que la transaction soit assurée par un notaire ou bien devant l'adulte. Et les actes se signent privés, c'est-à-dire les actes dont il n'y a que une signature des deux parties, parfois légalisée même, c'est légalisé la signature, mais on la considère comme étant ce signe privé. La plus, il a moins d'importance, moins de crédibilité par rapport à l'acte authentique. Alors, en fait, la preuve des actes juridiques au niveau de la France suppose de manière générale la production d'un écrit. Des actes de manière générale au niveau de la France, selon l'article 1359 du Code civil français, donc, suppose la production d'écrits. La preuve des faits, au contraire, elle est libre. C'est-à-dire au niveau de la France, les actes dont il y a de la volonté de création de l'événement et même de la recherche, également de la recherche des conséquences, il faut qu'il soit, ça suppose la production d'écrits. Et la preuve des faits, bien évidemment, donc les parties sont libres c'est-à-dire de produire un écrit ou de ne pas le produire. Ça sur la base de l'article 13 ou bien 1358. Maintenant, l'aveu, c'est-à-dire l'i'tiraf. Déjà, كاين بدأ في القضاء مثلا في المغرب هو أن الاعتراف كيقولوا سيد الأدلة. Et l'aveu, c'est la rime des moyens de preuve. C'est la rime des preuves. Alors donc c'est une déclaration par laquelle une personne tient pour vrai un fait qui peut produire contre elle des conséquences juridiques. C'est vrai, donc elle a causé un fait, il est l'acteur ou bien l'auteur d'un fait. Alors il existe deux types d'aveux, soit aveu normal judiciaire, c'est-à-dire une déclaration faite en justice, c'est-à-dire dans le tribunal, il lit donc alors le juge. Sinon, l'aveu extrajudiciaire, le tribunal conserve son libre pouvoir d'appréciation. Donc, cet aveu donc extrajudiciaire, généralement, le tribunal garde la liberté de pouvoir, c'est-à-dire d'accepter ou de ne pas accepter, d'interpréter, également de porter une appréciation, une évaluation sur cet aveu, c'est-à-dire sa crédibilité exactement. Maintenant, il ne tranche pas sur la base d'un aveu extrajudiciaire. Il peut le tenir en compte, comme il ne peut pas le tenir en compte je dirais, pour trancher le litige en question. Bon, alors, c'est un aveu qui n'a pas été fait au cours de la procédure devant le juge saisi de la contestation. Donc, généralement, c'est un aveu, parfois qu'on fait dans le cadre d'une déclaration faite à la police ou bien quelqu'un d'autre. Alors, exemple, l'aveu devant les services de la police, c'est un exemple. Une connaissance par un délinquant, par exemple, ou bien des faits, des lectures donc, qui lui sont imputées. Donc, il ne lit pas donc, le juge pénal. Mais donc, c'est extrajudiciaire et l'appréciation donc, elle est laissée au juge soit de prendre en considération cet aveu ou bien de ne pas la tenir en compte. Alors, puis, on passe la présomption, le qarina, déjà traité. Donc, l'article 453, le Code civil marocain considère la présomption légale dispense de toute preuve. Alors, la présomption, si elle est légale, elle dispense de toute preuve, celui au profit duquel donc, il existe la présomption déterminée par la loi, elle dispense toute preuve, celui au profit duquel donc, il existe, c'est-à-dire s'il existe au profit le demandeur, donc il protège le demandeur, il le dispense et le libère d'apporter un moyen de preuve. Alors, nulle loi n'est admise contre la présomption de la loi. S'il y a une présomption de la loi, c'est fini, c'est-à-dire que notre loi ne peut jamais combattre une présomption légale. Alors rapidement, on s'enchaîne avec le témoignage. Donc, Shouhoud.
Alors le témoignage, c'est un acte par lequel, en fait, qu'est-ce qu'un témoignage? C'est un acte par lequel une personne atteste l'existence d'un fait dont elle a eu personnellement connaissance. Maintenant, un acte, parce qu'il y a de la volonté, d'accord, de déclarer, mais également la volonté de créer des conséquences juridiques de ce témoignage. C'est un acte par lequel une personne l'atteste, elle déclare comme quoi elle a pris connaissance d'un fait, soit qu'elle a vu, soit qu'elle a regardé, soit qu'elle a entendu sur ce fait. Alors le serment, c'est une procédure d'instruction par laquelle une partie demande à l'autre d'affirmer en prêtant le serment. On va reprendre. Alors le serment, ça consiste en quoi? Wal qasam. Qasam, quelqu'un qui prête un serment, quelqu'un شي واحد اللي كيحلف قدام la barre du tribunal. Donc c'est une procédure d'instruction par laquelle une partie demande à l'autre, par exemple, soit le demandeur demande au défendeur de prêter un serment sur la véracité ou la réalité de ses affirmations. S'il affirme quelque chose, donc il doit prêter un serment. Pourquoi? Pour considérer pour vrai, pour consolider et corroborer davantage cette affirmation. C'est un moyen de preuve peu utilisé, surtout dans le contexte d'aujourd'hui. C'est difficile de trancher un litige sur la base d'un serment. S'il n'y a pas, si la question de la règle morale, bien si la règle religieuse n'est pas importante ou bien la règle morale n'est pas importante dans ce cadre-là, c'est très difficile de fonder un jugement sur la base d'un serment. Les gens ne sont pas toujours sérieux. Alors donc le serment peut être soit décisoire, tout dépend des cas, soit décisoire ou bien supplétoire, c'est-à-dire décisoire sera par rapport à la décision. Le serment décisoire, c'est un serment prêté sur l'honneur, c'est-à-dire الشهادة مثلا sur l'honneur, بشرف, كتربطو بالشرف ديال la personne. Donc la partie qui ne rapporte aucune preuve, c'est une partie qui n'a pas de moyen de preuve, il défère le serment à l'autre partie. Un demandeur, par exemple, qui n'a pas des moyens de preuve, en fin de compte, qu'est-ce qu'il a? Il n'a que à demander à son défendeur de prêter un serment. Pourquoi? Pour le tester et attester, et affirmer ses affirmations. Alors, afin qu'elle jure, donc ne rien lui devoir. Si quelqu'un, un défendeur, par exemple, il ne reconnaît pas une prétention de son demandeur, et malheureusement le demandeur n'a pas moyen de preuve pour le prouver le contraire, donc il ne reste que au demandeur de demander à ce défendeur donc de prêter un serment. D'accord, donc يدير واحد القسم على ces affirmations. Alors ce mode de preuve qui tranche radicalement un procès civil, généralement on utilise parfois le serment dans le cadre d'un procès civil. Il n'est pas recevable devant une juridiction répressive dans le cadre pénal, donc on ne tient pas compte. Puis donc le serment supplétoire, le deuxième serment c'est le supplétoire. Enfin il est supplémentaire, on l'utilise, c'est un serment qui est déféré par le juge. C'est le juge qui demande cette fois-ci donc à l'un des plaideurs, à l'un des justiciables, soit le défendeur, soit le demandeur, tout dépend des situations. Lorsqu'il n'est pas convaincu par les preuves produites, aussi bien les preuves produites soit par le demandeur, par le défendeur. Et si le juge n'est pas convaincu par la crédibilité des moyens de preuve, généralement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, qu'il cherche à corroborer et à confirmer davantage les conclusions
Dans ce cas-là, on suppose que déjà le juge, donc, il a tiré un certain nombre de conclusions. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à renforcer davantage ces conclusions en demandant à une partie qui n'a pas, dont les moyens de preuve ne sont pas solides, donc de prêter un serment. Pourquoi? Pour le renforcer davantage ces décisions, ces conclusions tirées par le juge. Alors donc, c'est soit compenser parfois, compenser l'insuffisance. Des fois, il y a un petit doute, le doute donc bon, la décision que le juge donc souhaite prendre, et pour renforcer bien évidemment compenser cette insuffisance au niveau des moyens de preuve, donc il recourt à ce moyen de preuve pour le commettant d'une manière supplétoire pour renforcer et corroborer et confirmer sa décision prise. Le serment supplétoire ou bien le refus de le prêter donc ne font pas foi et ne lieu de manière générale, ne pas le juge. Alors donc à noter que l'autorité du serment donc supplétoire n'est égale pas à celle du serment décisoire. Donc au niveau de l'autorité, au niveau de l'importance, le serment décisoire il est important que le serment supplétoire, parce que le premier donc permet de trancher à litige, de prendre la décision, alors que le deuxième il est là juste pour corroborer, pour confirmer soit la conclusion, soit pour des conclusions tirées déjà par le juge. Voilà. Puis donc on va finir par les écrits non signés. Parfois il y a deux parties, donc on conclut un accord avec bien évidemment en signant donc un papier par exemple, mais ces signatures pardon, il y a un écrit entre les deux parties, mais ils ne sont pas signés. Il n'y a pas de la signature les deux parties. La preuve du fait juridique par un écrit, donc ça entre dans le cadre de le même cadre, c'est le cadre de l'écrit. Cette fois-ci n'est authentique ni sous signe privé, il n'y a pas de la signature. Des fois ça arrive à ce qu'un écrit entre les deux parties soit réalisé pour attester l'existence d'un fait, mais malheureusement il n'est pas signé. Il n'est pas signé par les deux parties. Donc il reste très fragile, c'est un moyen de preuve très fragile. Se matérialise par un écrit, surtout donc dans le cadre électronique. Ça arrive parfois dans le cadre électronique, avec l'absence d'une signature électronique. Puis donc on va finir par le dernier moyen de preuve, c'est le commencement de preuve par écrit. C'est un écrit émanant donc de l'adversaire qui rend vraisemblable la prétention de celui qui l'invoque. Par exemple, bon de commande, demande de crédit. Un bon de commande permet à un fournisseur qui demande le paiement, par exemple, qui déclare un paiement et en fait réclame le paiement à son client. Il peut se baser sur un bon de commande pour au moins vérifier et attester qu'il existe, confirmer qu'il existe une relation entre les deux parties, c'est-à-dire une transaction a été réalisée entre les deux parties. Et le bon de commande, c'est un commencement de preuve par écrit. C'est vrai, le bon de commande n'est rien d'autre que ça exprime l'intention de le client d'acheter. Ce qu'il a acheté, ce qu'il n'a pas acheté, ce que la transaction est réalisée ou non, il faut apporter d'autres moyens de preuve. Au moins, ça permet de commencer la preuve par écrit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.